Fonctionne, oui. Oui. Merci pour l'introduction. Donc, je crois qu'on est un peu là pour continuer, poursuivre la discussion, un peu comme le représentant de la pensée divergente dont on parlait tout à l'heure. Voilà, que je suis effectivement Michaël Raymond, entrepreneur, et ça va être intéressant parce que j'espère qu'il y aura des questions là-dessus, parce que la question de l'engagement, quand on a une entreprise, quand on est entrepreneur, se pose également. Voilà. Est-ce que vous voulez dire un mot pour vous présenter et dire bonjour à la salle? Tout à fait. Ça marchait et désormais ça marche de nouveau. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être là. Je suis donc Sophia Guermy. Mon parcours académique est tissé du coup de management, de droit international, de géopolitique et prospective. Pourquoi je vous dis ça? Car j'ai la sensation que ici particulièrement la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité est particulièrement valorisée. J'ai toujours été une très grande partisane de cela. Je suis ici autrice désormais, et je m'intéresse en effet particulièrement aux questions d'eau et d'assainissement, mais aussi aux affaires spatiales. Et c'est donc en fait par le biais de mon intérêt pour les affaires spatiales et de la prospective que j'ai découvert Amazonie spatiale. Et bonjour à tous, moi je suis Zachary Laurent, donc je suis comédien et auteur, plutôt pour le théâtre habituellement, sauf dans le cas d'Amazonie spatiale où j'ai écrit une nouvelle. Et effectivement, j'ai dans mon travail qui a une composante de science-fiction, je travaille souvent sur la réarticulation entre passé, présent et futur, et l'enjeu souvent des luttes politiques. Voilà. On va vous présenter plus en détail ce qu'est Amazonie spatiale, parce que ça a donné lieu à un recueil que vous voyez ici, un recueil de nouvelles. Amazonie spatiale, c'est avant tout... Alors, je vais répondre à une première partie de la question. Amazonie spatiale, c'est une résidence d'écriture. Ça veut dire qu'on a passé du temps ensemble. On était une quinzaine d'auteurs, un coordinateur artistique, au contact d'experts, qu'on avait à notre disposition, en quelque sorte, pour répondre à nos questions, pour pouvoir élaborer nos textes. Donc on a voyagé, on est passé par Toulouse, on a visité la cité de l'espace de Toulouse, on a passé une dizaine de jours en Guyane, on a visité Kourou, et on y reviendra, mais la Guyane, c'était important pour le décentrement. C'est la partie Amazonie de l'Amazonie spatiale. Donc voilà, une résidence d'écriture qui nous a fait voyager et nous immerger pour préparer nos textes. Je vous laisse compléter le dispositif. Oui, alors la transition n'est pas si difficile que ça, car Amazonie spatiale, c'est aussi particulièrement un projet politique. Nous, en tant qu'auteurs, donc 14 auteurs d'un côté, une soixantaine de scientifiques de l'autre, issus vraiment de plein de champs disciplinaires différents. On a des astrophysiciens, des scénographes, des spécialistes du langage, des architectes qui étaient là pour nous accompagner, avec lesquels nous avions un rapport et un accès privilégié. C'est un projet politique car on nous a donné une mission. Nous devions écrire des récits qui dépeignent un futur positif, souhaitable, autour du spatial et de l'exploration spatiale à l'horizon 2075, ce qui est à la fois très loin et très près. En fait, le spatial, en quelque sorte, est un prétexte et matrice. L'Institut d'innovation sociale et technologique, qui est entre autres l'initiateur de cette résidence et de ce projet, avait pour vocation justement d'utiliser la prospective, d'utiliser justement ce ressort des imaginaires dont on a besoin en fait pour créer du changement. Ils avaient du coup cette vocation-là. Ils se sont dit que le spatial, qui est un objet en fait et un secteur vraiment très particulier, qui charrie en fait beaucoup de rêves, beaucoup de visions positives, mais qui en même temps porte une responsabilité entre autres écologique, mais pas que, absolument énorme. C'est un très bon outil justement pour penser le futur. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que quand vous entendez cette présentation, on se dit qu'on aurait vraiment pu faire du storytelling pour l'Agence spatiale européenne ou un certain nombre d'autres acteurs qui, et ça nous a été dit d'ailleurs à l'intérieur de cette résidence, avaient très envie qu'on réinvente une grande narration pour le spatial européen un peu pris en étau entre la Chine et les États-Unis. C'est là où les jeux
interne à ce type de dispositif commence parce qu'ils ont fait appel à un coordinateur artistique, Lancelot Hamelin, qu'on salue, à qui on doit beaucoup sur l'axe et l'orientation qu'a pris ce dispositif. Déjà, à l'endroit de la nomination. C'est-à-dire, il a dit du spatial, ok, mais c'est quoi le spatial européen? D'où est-ce que ça part? De Guyane, de Kourou. Et d'où le nom d'Amazonie spatiale. Très vite, il nous a proposé des formes de récit cadre à l'intérieur duquel il a introduit la question de la colonisation. Et on peut faire très facilement des liens entre la colonisation européenne, française en Guyane et la colonisation spatiale, le rapport à aller coloniser d'autres planètes. C'est le terme consacré. Il commence à changer de discours un petit peu, parce que le terme colonisation leur fait un petit peu mal sur un storytelling positif. Mais voilà, il y avait cette chose-là. Et du coup, c'était de réinscrire cette question du spatial, historiquement aussi, dans un passé européen et notamment français, parce qu'avant que ce soit Kourou, c'était en Algérie, les centres de lancement. Donc voilà, donc il y a tout ce champ-là qui s'est déployé tout au long de la résidence, entre l'histoire de la colonisation, les enjeux de conquête dans le spatial, qu'est-ce que charrie tous ces récits-là qu'il y a derrière qu'il y avait derrière le spatial. Voilà. J'ajouterais un point, c'est que la rencontre, elle était à la fois entre des artistes, des scientifiques, mais aussi des politiques. Donc il y avait et des industriels. En politique, il y avait Christiane Taubira notamment qui participait et donc qu'on a rencontré en Guyane et qui nous a un peu briefé sur l'histoire de la Guyane, etc. Et sur l'impact qu'a eu l'installation du centre spatial sur le territoire. Donc il y avait une dimension politique, industrielle aussi, parce qu'il y avait des sociétés qui travaillent dans le spatial, qui lancent des robots sur la Lune et qui lancent des satellites. Donc chacun est venu avec avec une idée de ce qu'il se faisait du secteur. Et nous, on avait pour objectif de se réapproprier tout ça, de faire une cuisine et se réapproprier tout ça dans un imaginaire. J'ajouterais juste que, comme tu disais, c'est à la fois 50 ans, la projection à 50 ans, c'est court et c'est long. 50 ans, c'est à peu près le temps qui nous sépare du premier lancement d'Ariane en 79. Donc voilà, vous voyez qu'entre 79 et maintenant, voilà, on se projette dans le même temps. Donc on peut faire des choses, mais pas tant que ça non plus. Donc on est un peu aussi limité dans l'imaginaire qu'on peut produire. On va peut-être parler un peu des textes, de nos textes, chacun individuellement, les textes qu'on a rédigés pour ce recueil. Tu veux commencer, Zach ? Pourquoi pas. Donc moi, j'ai écrit un texte qui s'appelle « La trace, le jardin et le vaisseau » qui se passe donc en Guyane, où on suit un personnage et dans une Guyane un peu particulière et dans un monde même un peu particulier, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle un effet Kessler. L'effet Kessler, c'est la possibilité d'une espèce de partie de billard spatial, donc où, avec l'ajout de satellites successifs en orbite autour de la Terre, se créent des déchets, et petit à petit, ces déchets peuvent se percuter les uns les autres et percuter les satellites en fonctionnement jusqu'à produire encore plus de déchets et ainsi de suite jusqu'à la fermeture complète de l'orbite terrestre, quoi. Donc on ne pourrait plus lancer de fusées ni d'autres satellites parce que ce serait percuté en permanence par des nouvelles choses. Et donc il semblerait que dans le monde de cette nouvelle, suite à un tir dont on ne sait pas vraiment d'où il est provenu, des satellites aient explosé, aient ricoché jusqu'à fermer complètement l'espace, créant une pause dans la question du spatial, et au moment où arrive 2075, une nouvelle fenêtre de tir se réouvre. Et cet effet Kessler, il a eu pour particularité aussi d'empêcher énormément de choses, parce que le spatial, et notamment les satellites, sont reliés avec plein de choses aujourd'hui, la navigation des bateaux, mais aussi des avions, certains échanges bancaires, la cartographie, les Google Maps et compagnie. Enfin voilà, il y a eu énormément de changements dans le monde, et notamment, il y a eu un énorme mouvement social en Guyane qui s'est réapproprié le centre spatial pour en faire un centre centré sur le terrestre, la biologie, la recherche, etc. C'est un peu le pitch. Et on suit un personnage qui part sur la trace de sa mère disparue, qui aurait participé à un résidu de projet spatial dont on ne sait pas exactement ce qu'il est. Voilà. Pour faire vite, parce que sinon, je vous lis la nouvelle. Ça donne envie, en tout cas.
Alors pour ma part, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle « Les cratères étaient pleins », dont le personnage principal s'appelle Zulma Mansour, Mansour étant le nom de ma mère, donc absolument rien d'autobiographique dans ce personnage, bien entendu. Zacharie a parlé du récit cadre du coup qu'a créé Lancelot Hamelin, le coordinateur artistique. Et dans ce récit cadre, on retrouve des motifs. Des motifs, on a une météorite, une clairière, un astronaute aveugle. Moi, j'ai eu le bonheur d'avoir vraiment le motif le plus simple, la description. Étudiante métisse, lunettes rondes à la Trotsky, yeux qui lancent des éclairs, dans sa main gauche de droitière, un revolver de fabrication soviétique. Et bon courage à moi. Mais en fait, cette contrainte, et c'est ça aussi qui est génial dans cette résidence, c'est l'expérimentation sur l'écriture, l'expérimentation sur le dialogue avec les scientifiques. C'est que ce personnage, au début, je n'étais pas très, très contente qu'on me l'attribue parce qu'il est un peu compliqué. Mais en fait, elle m'a vraiment accompagnée tout le long de cette résidence qui était itinérante à Toulouse, en Guyane, aussi dans mes pérégrinations à ce moment-là européennes dans des observatoires du spatial. Et donc, c'est une étudiante métisse, militante, qui est en colère, qui n'est pas contente, qui est de nationalité jordanienne et qui reçoit un jour un bordereau lui disant qu'une malle l'attend dans un bureau de poste à Kourou, au Burkina Faso. Kourou qui répond en fait au Kourou guyanais. Et elle découvre en fait des artefacts, des indices d'une personne qui semble être son ancêtre, qui était une militante très très active au XXe siècle, qui luttait justement pour l'accès à l'eau, mais pas que, qui s'inscrivait dans le mouvement des non-alignés. Et on comprend en fait que cette militante a essayé, on en parlait justement tout à l'heure, a essayé la manière douce. Elle a essayé en fait les moyens d'action qui étaient à sa disposition, mais elle n'a pas réussi. Donc, mon personnage Zulma va finalement en fait devenir hydrologue, microbiologiste et assurer en fait la direction de bases lunaires et notamment en fait des supports vie, c'est-à-dire comment en fait on a un écosystème complètement fermé dans lequel l'eau est complètement réutilisée, les urines, les matières fécales, etc. Donc elle est justement sur ces bases lunaires et elle essaie en fait de poursuivre le travail de son aïeul. Elle essaie de poursuivre en fait ce militantisme. Et c'est vraiment la question de est-ce qu'on arrive à changer les choses en étant dans le système, en étant vraiment une figure de proue du système, ou est-ce qu'on a des moyens d'action plus radicaux? Bien, merci. Moi, alors, j'ai parlé. Les thèmes qui ont été abordés juste avant m'ont fait un plaisir immense parce qu'il y a un écho avec ma nouvelle qui est frappant. Donc, j'ai imaginé, alors on est 50 ans plus tard, nous avons sauté la crise climatique grâce aux sciences et au savoir. Donc, ça devrait tous vous réjouir dans cette salle. C'est formé une union des savoirs qui est représentée à l'ONU, qui est une nation sans territoire et qui est représentée dans tous les États et qui ont une citoyenneté reconnue dans chacun des États. Et j'ai voulu traiter à travers ce thème. Donc, on a passé la crise climatique et les États commencent à vouloir reprendre la main sur la connaissance et les savoirs. Et donc, l'union des savoirs est un peu gênante. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de traiter surtout le low-tech, comment les citoyens peuvent se réapproprier la technologie, cette union des savoirs, pour peut-être aller dans l'espace, lancer des fusées, faire des choses avec des technologies minimalistes. Ce qui m'intéressait, c'était aussi l'open science. Donc, dans mon histoire, dans ma nouvelle, l'union des savoirs va faire un coup d'éclat à l'ONU pour permettre de protéger les savoirs et d'installer des data centers sur la Lune pour pouvoir protéger les savoirs qu'ils ont regroupés. Donc voilà, c'est un peu le thème. Je crois qu'on est en plein dans le sujet. Et donc voilà, le coup d'éclat qui ne se passe pas forcément comme prévu, mais ils ont toujours un coup d'avance, que vous le verrez si vous lisez cette nouvelle. Comment
Oui, je relance une question. Tu voulais ajouter? Ouais, je voulais ajouter peut-être quelques petites choses. On n'est pas sur les textes, mais pour ouvrir un petit peu sur l'intérêt de ce type de résidence, ce qui est fonctionnel ou pas, et puis peut-être ouvrir un petit peu la question des imaginaires, parce qu'il y a eu plusieurs références dans les précédentes prises de parole en disant il faudrait réinventer les imaginaires. Ok ? Comment est-ce qu'on fait ça et comment est-ce que ça agit ? Enfin, nous, en tout cas, en tant qu'auteur ou que comédien, etc., c'est des questions qu'on se pose souvent, mais en ayant assez conscience que les récits, la poétique, le jeu symbolique qui réagence, pour moi c'est un petit peu ça l'endroit où c'est politique, c'est que ça réagence nos désirs et nos peurs. Du coup, nos capacités à aller vers, à nous engager, au contraire la peur d'aller vers et nous engager dans quelque chose. Et c'est souvent un petit peu des usines dont on ne comprend pas très très bien le fonctionnement. On sait que ça agit, mais parfois ça agit pas du tout comme on veut. Il suffit de regarder un Elon Musk qui a l'air d'avoir décidé de réaliser toutes les dystopies de la science-fiction qui ont été réalisées entre les années 50 et les années 2010. Donc parfois, produire de la dystopie, par exemple, c'est pas toujours opérationnel. Produire de l'utopie un peu... on invente le monde parfait selon la façon dont il doit fonctionner. Au-delà du côté un peu totalitaire que ça peut avoir, c'est pas très excitant et opérationnel parfois, et on se dit un peu ouais bon ok mais c'est ou pas réaliste ou je m'identifie pas du tout à ça ou alors j'ai pas du tout envie individuellement de ça. Donc c'est de jouer dans ce rapport-là à comment est-ce qu'on produit des imaginaires progressistes sans écrire des programmes quoi. Et c'est vrai que dans les structures d'Amazonie spatiale, dans les structures des formats de résidence, alors déjà c'est nous mettre un gros poids sur les épaules parce que nous on ne sait pas du tout comment faire très concrètement, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir des champs de tentative, c'est-à-dire d'essayer en permanence de produire des choses, et c'est de savoir, ou de produire des imaginaires, de les faire se rencontrer, de les faire, de penser les travaux d'écriture ou de production de ces imaginaires, non pas comme des récits messianiques, mais comme des écosystèmes. Donc ça, c'était assez intéressant, le fait d'être 15 auteurs, on a produit ensemble un écosystème de récits, ça c'était vraiment intéressant, avec des choses qui se recoupent et des choses qui divergent extrêmement fort. Et du coup, je pense que pour la recherche scientifique, c'est un peu de la même façon. C'est-à-dire, si on a des appels aux projets déterminés en but d'un résultat, ça referme quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on pense la production de ces récits-là ? Là, ce qui était assez intéressant et qui a eu des effets, en tout cas, c'est le titrage, l'intitulé, Amazonie spatiale, l'articulation avec la colonisation et en même temps la recherche scientifique, la diversité des participantes et participants, aussi bien chercheurs, chercheuses que chercheurs, chercheuses, industriels, politiques, mais aussi entre nous, chez les auteurs et les autrices, d'avoir des gens avec des identités, des origines plurielles, des intérêts politiques divers qui nous obligent à nous re-questionner et qui du coup permettent de prendre certaines problématiques sous d'autres axes selon lesquels on n'aurait pas pensé, et de nous mettre en danger aussi dans nos récits confortables. C'est-à-dire que nous, nos corps sont obligés de se déplacer et de se décentrer. Voilà. C'est un peu brouillon, il y avait beaucoup de choses, pardon. Non, c'était très cool. Justement, pour rebondir sur ce que tu disais sur la nécessité, sur les imaginaires et la puissance des imaginaires, moi, je suis convaincue de l'utilité, de l'importance justement d'avoir ces récits positifs pour instiller du changement. J'étais la semaine dernière à une conférence, en Suède avec beaucoup de philosophes qui s'interrogent sur l'éthique du spatial. Il y avait beaucoup d'États-Uniens. Et donc, quand je leur ai présenté Amazonie spatiale, quelqu'un m'a dit « Mais en fait, je ne comprends pas. Moi, aux États-Unis, on a surtout besoin de récits dystopiques pour contrebalancer l'idéalisme un peu niais, un peu naïf d'entrepreneurs à la Elon Musk ou à la Bezos. » Et j'ai trouvé que cette posture était assez intéressante, mais en fait, je pense qu'on a à la fois besoin de récits dystopiques et vraiment cette épée de Damoclès de si nous n'agissons pas, voilà ce qui va se passer et on agit par la peur, mais on peut aussi, au contraire, justement, avoir des récits positifs où on montre vraiment la voie sur voici en fait le futur positif qui peut advenir et surtout voici comment on y arrive.
Et enfin, moi, c'est pour ça que je suis prospectiviste. Bon, déjà parce que le présent m'ennuie un petit peu, mais surtout parce que le présent m'angoisse. Le futur, c'est mon refuge. Et le fait justement d'avoir de la prospective, donc non seulement déjà de manière créative, en déployant des imaginaires souhaitables, mais surtout en fait en définissant un plan politique, c'est-à-dire on peut se dire comment on arrête d'utiliser le PIB comme indicateur sacro-saint, comment on utilise par exemple le bonheur national brut, est-ce qu'on va auprès de telle institution, comment est-ce qu'on fait pour vraiment avoir une action transformative. Donc je pense vraiment qu'il faut faire cohabiter, plusieurs imaginaires pour avoir des modes d'action qui soient ensuite effectifs. Et c'est aussi en fait un empouvoirment, que ce soit des gens qui sont dans un certain milieu, ici celui du spatial, mais également le grand public, de dire non, en fait, ce futur-là est possible et il existe vraiment des moyens d'y advenir. Oui, je pense qu'on parle de dystopie, d'utopie, mais en fait c'est une gradation, il y a une échelle, il y a une palette incroyable. Et comme tu le disais, Zach, voilà, on nous dit produisez des récits positifs. Bon, ok, mais comment on fait ça? On ne sait pas. Et est-ce qu'il faut que ce soit absolument tout 100% positif? Non, non, évidemment, on a des éléments qui sont positifs, des éléments qui tiennent en compte de l'évolution de la société, de la démographie et de toutes ces choses-là. Et donc, voilà, il y a du positif et il y a du stressant aussi dans les récits qu'on a produits également. J'ai envie de parler un peu de la difficulté, qu'on se représente un peu la difficulté que ça a représenté pour les auteurs d'être confrontés à 50 spécialistes de différents domaines, de chorégraphes, spécialistes de la politique européenne, du spatial à l'ESA, etc. Moi, j'avais 4. Alors, on a travaillé avec des experts privilégiés, en particulier, qu'on nous avait attribués. Donc, moi, je passais d'une session de travail avec Ludovic Petit-Demange, donc astrophysicien, qui m'expliquait très bien, en vulgarisant à merveille, et c'était passionnant, comment on analyse la matière des étoiles. Donc voilà, comment il a trouvé des choses dans les lunes de Jupiter. C'est passionnant. Et derrière, je passe avec Didier Schmitt qui va parler de comment il essaye de convaincre les pays européens d'avoir des budgets. Donc je suis complètement sur autre chose. Et donc voilà, ça a été une gymnastique constante pour réussir à concilier tout ça. Et puis à la fin, il faut produire un texte. Donc on a une matière épaisse comme ça, et on doit produire un texte épais comme ça au final. Pour revenir effectivement sur la méthodologie de travail, et je pense que ça va beaucoup intéresser entre autres les chercheurs et chercheuses qui sont dans la salle. Très tôt, en fait, on s'est rendu compte, c'est toi qui avais dit ça d'ailleurs, Zach, que ça ressemblait beaucoup à des conférences citoyennes. On arrive, on prend des gens qui n'ont quasiment pas de connaissances dans un domaine, on leur donne accès sur un temps précis, défini, privilégié à de la connaissance en particulier, et on leur dit, OK, projet politique, maintenant, il nous faut un futur positif basé sur de la rationalité scientifique, donc basé sur les informations qu'on vous donne. Et déjà, très tôt, on s'est dit, je crois que c'est le 2e jour, quelqu'un a dit, attendez, pause, là, à votre avis, qui dans les textes va privilégier un renoncement de l'exploration spatiale? Est-ce qu'un futur positif est souhaitable autour du spatial? C'est pas tout simplement d'arrêter l'exploration spatiale. Donc ça s'est posé très tôt. Et on était vraiment sur une organisation très horizontale. Évidemment, on avait des mini-conférences, parce que ça facilite le dialogue. Mais sinon, autrement, on était en fait en cercle sur des chaises, et tout le monde en fait parle à égalité. Et il n'y a pas le sachant en fait qui apporte sa connaissance, et l'auteur ou tout simplement le non-sachant, réceptacle qui doit simplement assimiler et ensuite redigérer. Très tôt aussi, moi, ce qui m'a marqué, initialement, il devait y avoir 50 experts, mais il y a eu une telle demande et un tel engouement qu'on s'est retrouvé avec plus de 60 personnes qui nous ont dit « Ah, mais j'ai vu le truc trop tard, là, on ne m'a pas attribué d'auteur, j'aimerais tellement travailler avec vous. » Et aussi, en fait, des experts, et particulièrement, je trouve, dans le milieu du spatial, qui, en fait, parfois juste étaient là et nous regardaient, nous, auteurs,
en train de discuter et de réfléchir à ce qui s'était passé juste avant, à la conférence d'avant, sur le renoncement à l'exploration spatiale, sur la géopolitique du spatial, sur l'empreinte, notre empreinte cosmique, et notamment, on pourra revenir là-dessus si vous voulez, les sachets de caca que les astronautes ont laissés sur la Lune. Il y a actuellement 96 sachets de caca sur la Lune. Je trouve que c'est très très important quand même de se rappeler ça pour se rendre compte de notre empreinte dans l'univers. Donc c'est aussi un dispositif et une méthodologie qui était très intéressante, expérimentale, qui a ses limites certes, mais on était vraiment dans un mouvement de va-et-vient, parfois de tension en fait, de tension avec des industriels, des institutionnels, tension parfois aussi entre nous. Et c'est ça aussi qui est intéressant et qui, je trouve, a produit beaucoup de choses. Pour aller un tout petit peu dans ce sens, puis après, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être on ouvrira à l'échange avec la salle, mais pour aller dans ce sens, sur le côté convention citoyenne qu'a eu cette aventure, moi c'est vrai que ça m'a rendu très croyant, parce qu'on se demande sur les moyens d'agir en ce type d'objet. Non pas dans les répercussions réelles, parce qu'on voit qu'après il y a une volonté politique qui peut les décapiter, mais par contre, ce qui était vraiment très opérant, nous, de l'intérieur, c'est-à-dire d'être mis devant un milieu, un parterre divers d'acteurs d'un même milieu, et de les voir prendre la parole sur leur objet, quoi. On voyait assez clairement advenir un certain nombre de choses, alors que pourtant on était vraiment des béotiens, mais on voyait des choses apparaître assez clairement que eux nous disaient en sous-texte un petit peu, parce que pris dans leurs enjeux de milieu, c'est-à-dire dans leurs enjeux professionnels, dans leurs enjeux de carrière. On en a parlé un petit peu tout à l'heure lors des autres séances. Je pense qu'on est tous pris là-dedans, nous aussi, à d'autres endroits, de dire, je sais, parfois j'ai un peu conscience de ce qu'il faudrait faire, mais j'ose pas vraiment me l'avouer à moi-même parce que ça remettrait tellement de choses en question. C'est tellement tissé dans des problématiques de vie, de confort, de précarité, etc., que c'est très difficile de faire ces choix-là par moi-même. Et c'est vrai que dans l'aventure Amazonie spatiale, c'est vrai que nous, en leur renvoyant ce miroir-là, après, c'est vrai qu'ils disaient « Ouais, non, mais c'est vrai, il faudrait aller dans cette direction-là. » Au fond de nous, on le sait, mais enfin, sauf quelques-uns qui étaient très convaincus, mais au fond de nous, on le sait, mais on a peur d'y aller. C'est compliqué, c'est dur de remettre en cause les logiques structurelles, les narrations de notre milieu, desquelles on hérite, etc., etc. Donc à cet endroit-là, il y avait quelque chose de très fort, et en même temps de ramener de la conflictualité. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a eu, je rebondis sur les deux points que tu as traités avant, il y a eu vraiment des attaques sur l'Europe, notamment venant par exemple de Michael Rock, qui est un auteur martiniquais, qui disait, qui mettait les acteurs de l'ESA face à la politique coloniale, à un certain traitement de l'histoire, à un certain traitement de la conquête. Et ça obligeait, dans le dialogue, à pousser les questions. Nous, ça nous obligeait à un endroit, ou en tout cas, ça nous donnait envie d'ouvrir ce champ-là. Et on a beaucoup buté sur la question du spatial, sur la question de la géopolitique. Bien sûr, il n'y a aucune solution parce qu'il y a les États-Unis et il y a la Chine. Et très vite, on se rend compte que nous, avec nos forces imaginaires, nos petites forces imaginaires, on trouve des solutions assez rigolotes, en fait, et pas complètement stupides, d'une alliance avec un certain nombre de pays, juste de mise à l'horizontale, de partage de recherche, de ressources, de cessation de l'activité néocoloniale. Voilà. Et que dans les imaginaires, pour le coup, on peut donner des élans là-dedans, quoi. Et le principe de réel, enfin, le récit, il a quand même cette force-là de dire on peut envoyer de l'eau sur un mur de briques qui nous est présenté comme le réel, comme une réalité géopolitique, et à force de balancer de l'eau dessus par vagues successives de tentatives, il y a des rigoles qui finissent par se créer, les chemins sont trouvés, qui ne sont pas forcément ceux qu'on attendait, et peut-être même le mur de briques peut tomber. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois une part de l'intérêt politique, je n'écris pas du tout que pour des raisons politiques, mais une part de l'intérêt politique de l'écriture ou de l'imaginaire là-dedans, quoi. J'ajouterais juste, avant de prendre les questions, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais que on nous a beaucoup parlé de l'overview effect pendant la résidence, c'est-à-dire Claudia Nuret qui est dans la station spatiale et qui voit la Terre de très loin et qui revient transformée parce que c'est une posture où on prend conscience de la fragilité de l'écosystème. On a une petite bulle qu'on peut presque circonscrire de sa main. Et voilà, c'est une expérience qui est transformative. Et j'ai l'impression, dans des proportions raisonnables, mais j'ai l'impression qu'on a vécu une sorte d'overview effect dans le sens où ça nous a forcé à prendre un recul
qu'on n'aurait pas pu avoir autrement, en nous jetant dans une espèce d'univers qu'on ne connaissait pas du tout, et en nous demandant de jouer avec les briques qu'on nous mettait à disposition pour en faire quelque chose.